En septembre 2024, un éleveur qui défrichait des terres dans le nord de l'Argentine a traversé une section de forêt qui n'avait pas été touchée depuis des décennies. Sa tronçonneuse a heurté du béton. Il s'est arrêté, a regardé de plus près et a vu quelque chose qui l'a poussé à appeler la police provinciale. Un mur souterrain, recouvert par 8 décennies de végétation et de terre. Lorsque les enquêteurs ont dégagé la zone, ils ont trouvé une structure renforcée de la taille d'une grande maison, construite dans le flanc d'une colline, complètement cachée de la vue aérienne. À l'intérieur de la première chambre se trouvaient des cartes navales allemandes datées d'avril 1945, un émetteur radio, des journaux de bord codés et un nom au pochoir sur un casier métallique. Capitaine de corvette Werner Hadlich, U-977. Hadlich était un commandant de U-boot qui avait quitté Kiel en mars 1945 avec l'ordre de harceler les navires alliés dans l'Atlantique. Son sous-marin s'est rendu en Argentine le 17 août 1945, 3 mois après la capitulation de l'Allemagne. Les services de renseignement britanniques et américains l'ont interrogé pendant des semaines, suspicieux quant au timing et à l'itinéraire. Hadlich a prétendu qu'il naviguait en plongée, ignorant que la guerre était terminée. Ils ne l'ont pas cru, mais ils n'avaient aucune preuve. Il a été libéré. Selon les registres argentins, il est mort en 1982. Mais le complexe raconte une histoire différente. Cet éleveur venait de découvrir un poste de commandement entièrement équipé, construit dans les années 1940, approvisionné avec suffisamment de fournitures pour une occupation à long terme et clairement conçu pour quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Si vous voulez voir ce que les enquêteurs ont découvert sur la véritable mission de Hadlich et pourquoi les services de renseignement britanniques ont passé des décennies à essayer de le retrouver, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à mettre en lumière davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer ce que nous avons trouvé dans le reste du complexe. Maintenant, retournons en avril 1945, quand un commandant de U-boot a reçu des ordres qui n'ont jamais été écrits. Pour comprendre pourquoi Hadlich s'est retrouvé en Argentine, vous devez comprendre ce qui se passait dans les dernières semaines du Reich. Werner Hadlich avait 34 ans quand la guerre s'est terminée. Un officier de marine de carrière qui avait rejoint la Kriegsmarine en 1929. Il commandait le U-977, un sous-marin de type 7C, depuis octobre 1944. Son dossier était sans particularité. 2 navires marchands coulés confirmés, plusieurs attaques de convois sans victimes confirmées, principalement des missions de patrouille en mer de Norvège. Ce n'était pas un as, il n'était pas politique. Son dossier personnel le décrivait comme techniquement compétent, suivant les ordres avec précision, bon sous pression. Le genre d'officier qu'on voulait aux commandes d'un sous-marin dans des eaux dangereuses, mais pas quelqu'un qui ferait les gros titres. Le U-977 a été mis en service en mars 1943 et affecté à la 13e flottille de U-Boots à Trondheim, en Norvège. Au début de 1945, le sous-marin avait effectué 7 patrouilles, pour la plupart sans incident. L'équipage était expérimenté, 42 hommes, âge moyen 27 ans, la plupart vétérans de la campagne de l'Atlantique. Ils savaient comment rester silencieux, comment échapper aux destroyers et comment survivre avec des rations limitées pendant des mois en mer. Le sous-marin lui-même était fiable, pas l'un des modèles plus récents, avec une technologie avancée. Juste un cheval de labour solide qui avait évité les dommages sérieux pendant 6 patrouilles. Le 24 mars 1945, Hadlich a reçu l'ordre de quitter Kiel pour une patrouille anti-navire standard dans l'Atlantique Nord. Les ordres sont arrivés par les canaux normaux, signés par l'officier des opérations au commandement du BDU. Mais plusieurs membres d'équipage ont plus tard déclaré aux interrogateurs que Hadlich avait reçu un second jeu d'ordre, remis en main propre par un officier qu'il ne reconnaissait pas. Ces ordres n'ont jamais été enregistrés. Après la guerre, Hadlich a insisté sur le fait que de tels ordres n'existaient pas. Les preuves suggèrent le contraire. La situation stratégique s'effondrait, les soviétiques étaient à 65 km de Berlin, les alliés occidentaux avaient traversé le Rhin. La Kriegsmarine était réduite à moins de 60 U-boots opérationnels, la plupart d'entre eux bloqués dans les fjords norvégiens ou les ports de la Baltique. Le grand amiral Dönitz
préparer l'inévitable capitulation, mais certains éléments au sein de la hiérarchie nazie planifiaient autre chose. La continuation, les routes d'évasion, les actifs cachés, les moyens de survivre à l'occupation alliée à venir. Le U-977 a quitté Kiel le 24 mars avec le plein de carburant, des provisions pour 12 semaines et un équipage à qui on avait dit qu'il chassait des convois au large de Terre-Neuve. Le sous-marin s'est dirigé vers le nord à travers le Kattegat, puis vers l'ouest dans la mer du Nord. Itinéraire standard, procédure standard. Le 2 avril, ils ont reçu un message radio annonçant la mort d'Hitler. Le 8 mai, ils ont reçu notification de la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Dönitz a ordonné à tous les U-boots de faire surface, de signaler leur position et de se diriger vers les ports alliés. La plupart ont obéi. Le U-977, non. Aucun membre de l'équipage de Hadlich ne savait que leur commandant avait déjà décidé que leur sous-marin ne se rendrait jamais aux Britanniques ou aux Américains, ni que leur destination avait été choisie des mois plus tôt par des hommes qui planifiaient une très longue guerre. Mais ce que Hadlich transportait dans sa salle des torpilles avant, scellé dans des conteneurs étanches et jamais mentionné dans aucun journal de bord, expliquerait pourquoi les services de renseignement britanniques ont passé les 40 années suivantes à essayer de le retrouver. Le 10 mai 1945, 2 jours après la capitulation de l'Allemagne, le U-977 naviguait en plongée à 320 km à l'ouest de l'Irlande. Hadlich a rassemblé son équipage et leur a dit qu'ils avaient le choix. Ils pouvaient faire surface, signaler la Royal Navy et passer les prochaines années dans un camp de prisonniers, ou ils pouvaient continuer vers le sud, rester en plongée autant que possible et atteindre l'Argentine. Il leur a donné 1 heure pour décider. 16 hommes voulaient se rendre. Hadlich les a débarqués sur la côte irlandaise cette nuit-là, dans un canot pneumatique. Les 26 membres d'équipage restants ont voté pour continuer. Ce qui s'est passé ensuite a été l'une des plus longues traversées en plongée de l'histoire des U-boots. Hadlich a emmené le sous-marin vers le sud, à travers l'Atlantique, naviguant en profondeur pendant la journée, ne faisant surface que la nuit pour recharger les batteries et ventiler. Ils ont évité toutes les routes maritimes. Ils ont maintenu le silence radio, ils naviguaient sans feu. Le plan était de longer la côte africaine, de rester loin des routes de patrouille établies et de traverser l'Atlantique Sud pendant l'hiver de l'hémisphère sud, quand les patrouilles aériennes alliées étaient moins fréquentes. Le voyage a duré 66 jours. Ils ont parcouru plus de 7500 milles nautiques, la plupart en plongée ou au schnorchel. La nourriture a commencé à manquer en juillet. Ils mangeaient un repas par jour, principalement des rations en conserve et du poisson séché. L'eau douce était rationnée à 1 demi-litre par homme et par jour. L'air à l'intérieur du sous-marin était vicié, épais de vapeur de diesel et d'odeurs corporelles. Plusieurs membres d'équipage ont développé des infections cutanées à cause de l'humidité. Le chef mécanicien a signalé des problèmes de roulement avec le diesel arrière, mais il ne pouvait pas risquer de faire surface assez longtemps pour les réparations. Le 12 juillet, ils ont traversé l'équateur. Fin juillet, ils naviguaient en plongée pendant la journée au large de la côte brésilienne, ne se déplaçant que la nuit. Hadlich naviguait à l'estime et par de brèves observations, au périscope des repères côtiers. Il n'avait pas de carte d'ajour, pas de bulletin météo, pas de renseignements sur les schémas de patrouille alliés. Il naviguait à l'aveugle, espérant atteindre les eaux argentines avant que le carburant ou les provisions ne s'épuisent complètement. Le journal de bord du sous-marin, examiné par les services de renseignement britanniques après la reddition de Hadlich, les montrait une navigation et une gestion du carburant soigneuse. Chaque changement de cap était enregistré, chaque charge de batterie calculée, mais le journal avait des lacunes. 3 entrées avaient été arrachées. Plusieurs pages montraient des signes d'avoir été écrites après coup. L'encre légèrement différente, l'écriture trop soignée. Quelque chose avait été retiré du registre officiel. Hadlich n'a jamais expliqué quoi. Le 17 août 1945, le U-977 a fait surface dans le port de Mar del Plata et a signalé les autorités argentines. L'équipage était épuisé, émacié et souffrait de diverses maladies. Le sous-marin était sale, à court de carburant et mécaniquement dégradé, mais il était intact. Hadlich a transmis par radio qu'il naviguait en plongée depuis le 10 mai, ignorant la capitulation, et qu'il offrait maintenant de remettre son sous-marin au gouvernement argentin.
Et c'était un mensonge calculé. Le journal de bord du sous-marin montrait clairement qu'ils avaient reçu l'ordre de capitulation le 8 mai. Les autorités argentines ont interné l'équipage et saisi le sous-marin. Dans les 48 heures, des officiers des services de renseignement britanniques et américains sont arrivés à Buenos Aires, exigeant l'accès. Ils soupçonnaient que le U-977 avait transporté des nazis de haut rang en Amérique du Sud. Ils ont interrogé Hadlich pendant 6 semaines, essayant de briser son histoire. Il ne l'a jamais changé. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait transporté aucun passager. Pas d'or, pas de documents, juste un équipage essayant d'éviter la capture. Les Alliés ont fouillé chaque compartiment, radiographié la coque et n'ont rien trouvé. Ils l'ont libéré en octobre 1945. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Hadlich avait déjà pris contact avec un officier argentin qui l'avait aidé à disparaître dans l'intérieur du pays et que la cargaison qu'il avait transportée, mise en sécurité avant la reddition, était déjà en route vers l'intérieur des terres. La réponse à la question de savoir où cette cargaison était allée resterait cachée jusqu'en 2024, quand un expert comptable judiciaire à Buenos Aires a remarqué quelque chose de particulier dans des documents bancaires argentins déclassifiés de 1946. L'enquête officielle sur le U-977 s'est close en novembre 1945. La conclusion des Alliés. Hadlich disait la vérité sur le fait d'être un commandant rebelle qui avait décidé de fuir plutôt que de se rendre. Mais il n'avait transporté ni passagers ni contrebande. Le sous-marin a été sabordé au large de Mar del Plata en janvier 1946. Hadlich a obtenu la résidence argentine et a disparu des dossiers des services de renseignement. Les Britanniques sont restés suspicieux mais n'avaient aucune preuve pour engager des poursuites. L'histoire de Hadlich est devenue une note de bas de page dans les livres sur les routes d'évasion nazie. Lui-même a contribué au mythe en publiant un mémoire en 1952 intitulé U-Boot 977, 66 jours sous l'eau. Dans ce livre, il prétendait être un officier apolitique qui avait simplement refusé de se rendre aux Britanniques parce qu'il craignait qu'ils ne l'exécutent comme criminel de guerre. Le livre s'est vendu modestement et a renforcé sa version des faits. Il a décrit le voyage en détail mais n'a rien dit sur la cargaison, les passagers ou les ordres secrets. Plusieurs enquêteurs n'en étaient pas convaincus. En 1947, un officier du MI6 britannique nommé David Thornton a compilé un rapport sur les arrivées suspectes de U-Boots en Argentine. Il a noté que le U-977 était arrivé avec un ballast qui ne correspondait pas à ses registres de consommation de carburant. Le sous-marin aurait dû flotter plus haut dans l'eau, mais les photographies le montraient pôle bas sur l'eau, suggérant une cargaison lourde dans les compartiments avant. Thornton a recommandé une surveillance continue de Hadlich. Son rapport a été classé et oublié. Hadlich a vécu tranquillement à Buenos Aires pendant 3 décennies. Il a travaillé comme conseiller technique pour une compagnie maritime argentine, a épousé une femme locale en 1954 et a eu 2 enfants. Il a donné des interviews occasionnelles à des historiens navals, mais évité les questions détaillées sur son voyage. Quand on le pressait sur les pages arrachées de son journal de bord, il prétendait qu'elles avaient été endommagées par l'eau de mer. Quand on l'interrogeait sur la traversée de 66 jours, il disait avoir survécu grâce à la détermination et à la chance. Il n'a jamais dévié de son histoire. En 1978, un journaliste allemand nommé Klaus Fischer s'est rendu en Argentine pour interviewer des fugitifs nazis vieillissants. Il a rencontré Hadlich, alors âgé de 67 ans, et lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles le U-977 avait transporté des documents de la chancellerie du Reich étaient vraies. Hadlich a ri et a dit « Si j'avais apporté les secrets d'Hitler en Argentine, pensez-vous que je vivrais dans un appartement de 2 pièces ?» Fischer l'a cru. Il a publié l'interview dans Der Spiegel et est passé à d'autres sujets. Hadlich est mort en mai 1982, officiellement d'une insuffisance cardiaque. Sa nécrologie dans le Buenos Aires Herald le décrivait comme le dernier commandant de U-Boot à s'être rendu. Sa famille a organisé de modestes funérailles. Aucun officiel allemand n'y a assisté. Sa succession se composait d'une modeste pension, de quelques meubles, et d'une malle métallique que sa veuve a donnée à un musée maritime local. Le musée a catalogué son contenu, des uniformes navals, des médailles, des photographies, et l'a entreposé dans un sous-sol. Personne ne l'a examiné de près.
Pendant des décennies, l'intérieur de l'Argentine a gardé ses secrets, jusqu'à ce que la forêt en révèle un. La propriété où le complexe a été découvert a changé de main 4 fois entre 1945 et 2024. En 1946, elle a été achetée par une société holding enregistrée à Montevideo, en Uruguay. La société n'avait pas d'actionnaires répertoriés et a été dissoute en 1952. En 1953, le terrain a été vendu à une coopérative agricole argentine qui l'utilisait pour le pâturage du bétail. En 1978, il a été acheté par une entreprise forestière qui a planté des pins sur la majeure partie de la superficie. En 2019, il a été vendu au propriétaire actuel, un éleveur nommé Sebastián Morales. L'emplacement était isolé à 320 km au nord-ouest de Buenos Aires, dans une région de collines ondulantes près de la ville de Pergamino. La route goudronnée la plus proche était à 8 km. La propriété faisait 450 hectares, principalement de forêt et de pâturage. Aucune structure n'était visible depuis les airs. Aucun service public n'arrivait sur le site. Sur le papier, elle ne valait rien, sauf pour le bois et le pâturage, l'endroit parfait pour cacher quelque chose. En 1998, un historien nommé Dr Eduardo Sanz a publié un livre sur les actifs nazis en Argentine. Il avait passé 5 ans à éplucher des dossiers déclassifiés des services de renseignement argentins et à interviewer des témoins âgés. Un chapitre traitait des rumeurs de maisons sûres construites dans les années 1940 pour des officiers allemands fugitifs. Sanz a identifié 12 emplacements possibles, basés sur des registres de propriété montrant des achats suspects par des ressortissants étrangers. La propriété de Pergamino n'était pas sur sa liste. L'enregistrement de la société holding avait caché ses connexions allemandes. La technologie s'est améliorée. L'imagerie satellite est devenue accessible au public. Les chercheurs pouvaient examiner des zones reculées depuis leurs ordinateurs. En 2015, une équipe de l'Université de Buenos Aires a utilisé des photographies aériennes d'archives pour rechercher des structures cachées dans des zones connues, pour avoir abrité des fugitifs nazis. Ils ont trouvé plusieurs bâtiments et bunkers abandonnés, tous déjà connus. Le site de Pergamino ressemblait à une forêt vide. Le toit en béton armé du complexe, recouvert de terre et de végétation, était invisible d'en haut. Pendant ce temps, les dossiers des services de renseignement britanniques sur le U-977 restaient classifiés. En 2003, les archives nationales britanniques ont publié certains documents en vertu de la règle des 50 ans, mais les dossiers les plus sensibles sur les réseaux nazis sud-américains sont restés scellés. Les chercheurs pouvaient également voir des références à des enquêtes en cours et à des personnes d'intérêt en Argentine, mais les noms et les lieux étaient caviardés. Hadlich apparaissait dans plusieurs documents, toujours avec une note, pas de renseignements actuels. Sujet, décédé en 1982. Ce que personne en dehors d'un très petit cercle ne savait, c'est que Hadlich avait visité la propriété de Pergamino au moins 2 fois par an de 1946 jusqu'à sa mort. Il faisait le trajet de 8 heures depuis Buenos Aires, restait plusieurs jours et revenait. Sa famille pensait qu'il consultait pour des compagnies maritimes dans l'intérieur du pays. La vérité était différente et elle attendait dans le flanc d'une colline, scellée derrière du béton et de l'acier, que quelqu'un la traverse accidentellement avec une tronçonneuse. Quand les enquêteurs sont finalement entrés dans le complexe en septembre 2024, ce qu'ils ont trouvé dans la chambre principale allait être directement lié à 3 autres installations nazies découvertes à travers l'Argentine et révéler un réseau dont personne ne connaissait l'existence. Sebastián Morales a appelé la police de Pergamino le 14 septembre 2024 et leur a dit qu'il avait trouvé ce qui ressemblait à un bunker allemand. La police a appelé le gouvernement provincial. Le gouvernement a appelé la police fédérale. Le 16 septembre, une équipe de l'Institut national d'anthropologie et de pensée historique était sur place avec un radar à pénétration de sol et du matériel d'excavation. La docteure Lucia Vargas, l'archéologue en chef, a apporté un système Geo-Radar Pro 16 capable d'imager des structures jusqu'à 10 mètres de profondeur. Les premiers scans ont révélé un complexe mesurant environ 35 mètres sur 18, construit dans le flanc de la colline avec des murs en béton armé. La structure avait au moins 6 chambres séparées, toutes interconnectées par des couloirs. Le toit était constitué d'1,20 m de béton recouvert de 2 mètres de terre.
L'entrée, la section que Morales avait accidentellement exposée, était scellée par une porte en acier qui avait été soudée de l'intérieur. L'équipe a utilisé un découpeur plasma pour percer la porte. Le 19 septembre, la docteure Vargas et 2 collègues sont entrés, portant des masques respiratoires et des éclairages portables. L'air à l'intérieur était vicié mais respirable. Le système de ventilation avait été bien conçu. La première chambre était une salle commune, meublée de tables, de chaises, d'un poêle à bois et d'étagères. Tout était couvert de poussière mais intact. Sur le mur se trouvaient 3 photographies encadrées de navires de guerre allemands. Sur la table, une partie d'échecs inachevée. La deuxième chambre était une salle de communication. Un émetteur radio Telefunken était posé sur un établi, connecté à un mât d'antenne qui avait été habilement déguisé en arbre mort au-dessus du sol. À côté de la radio se trouvaient des journaux de bord codés datant d'août 1945 à mars 1946. Les codes étaient du chiffrement standard de la marine, mais le contenu des messages était crypté au-delà du chiffre naval standard. La doctoresse Vargas a tout photographié et a fait appel à des experts en cryptographie. La troisième chambre était un entrepôt, des caisses de conserves alimentaires, de fournitures médicales, de fûts de carburant, de caisses de munitions. Les fournitures étaient de fabrication militaire allemande, marquées des tampons de la Wehrmacht et de la Kriegsmarine. Une caisse contenait des documents, des dossiers du personnel, des manuels techniques, des cartes de navigation. Une autre contenait de la monnaie, des pesos argentins, des dollars américains et des francs suisses, totalisant environ 180 000 $ en valeur monétaire de 1945. Une troisième contenait quelque chose d'inattendu, des cartes de relevés géologiques de la Patagonie marquées avec des gisements minéraux. La quatrième chambre était un dortoir avec 8 couchettes, des effets personnels restés sur des coffres de pied, vêtements, articles de toilette, livres. Un coffre de pied portait un nom au pochoir, CKPTW Hadlich. À l'intérieur se trouvaient des uniformes de cérémonie de la marine, une médaille de la Croix de Fer et un journal en cuir écrit en allemand. Le journal couvrait la période d'août 1945 à février 1946. La docteure Vargas l'a manipulé avec des gants et l'a placé dans un sac d'archives. La cinquième chambre était ce que la docteure Vargas décrirait plus tard comme une salle de planification. Les murs étaient couverts de cartes d'Amérique du Sud, Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay. Des épingles marquaient des emplacements spécifiques, des lignes les reliaient, suggérant des itinéraires ou des réseaux. Sur un bureau se trouvaient des plans de construction pour des installations similaires. Au moins 11 autres emplacements étaient marqués sur les cartes. Certains correspondaient à des sites nazis connus, d'autres étaient nouveaux. La sixième chambre était verrouillée. Une porte en acier avec une serrure à combinaison mécanique, du type utilisé dans les coffres-forts de banque. L'équipe a fait venir un serrurier le 23 septembre. Il a fallu 6 heures pour forcer le mécanisme. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a changé toute l'enquête. La chambre forte contenait 23 conteneurs métalliques scellés, chacun marqué d'un numéro de série et d'un tampon à l'aigle nazi. Et quand les spécialistes en criminalistique ont ouvert le premier conteneur, ils ont trouvé quelque chose qui expliquait pourquoi les Britanniques n'avaient jamais cessé de chercher Hadlich. La police fédérale a sécurisé le site et a fait appel à des spécialistes du Secrétariat national du renseignement, l'agence de renseignement civil de l'Argentine. Ce qui avait commencé comme une curiosité archéologique était maintenant une question de sécurité nationale. Les conteneurs métalliques ont été soigneusement retirés et transportés vers une installation sécurisée à Buenos Aires pour analyse. La docteure Vargas a été rejointe par une équipe comprenant des cryptographes, des experts comptables judiciaires, des historiens navals et des analystes du renseignement. Le premier conteneur a été ouvert le 27 septembre. À l'intérieur se trouvaient des documents, plus de 400 pages de rapports dactylographiés, de notes manuscrites et d'ordres opérationnels, tous en allemand. Tous classifiés Geheimreichssache, affaires secrètes du Reich. Les documents les plus anciens étaient datés de mars 1945. Les plus récents du 30 avril 1945, le jour de la mort d'Hitler. Un examen préliminaire a révélé qu'il traitait de transferts financiers, de mouvements d'actifs et de plans de relocalisation pour du personnel clé. Plusieurs portèrent les signatures d'officiers SS de haut rang. Le docteur Hermann Wolf,
un historien allemand spécialisé dans la documentation nazie, a été appelé comme consultant. Il a examiné les documents pendant 3 semaines et a déterminé qu'ils étaient authentiques. Le papier, la chimie de l'encre, les polices de machines à écrire et l'analyse des signatures correspondent tous à la documentation connue de la chancellerie du Reich et de la SS de 1945. Ce qui les rendait significatifs était leur contenu. Ce n'étaient pas des documents aléatoires. Ils faisaient partie d'un plan systématique pour établir ce que Wolf appelait des structures de continuité, des réseaux cachés pour soutenir les officiels nazis fugitifs. Le journal de Adlich fut traduit par le docteur Sofía Ramos, une linguiste de l'université de Buenos Aires. Le journal décrivait son arrivée à Mar del Plata, son interrogatoire par les services de renseignement alliés et sa libération ultérieure, mais il décrivait aussi des réunions avec des expatriés allemands à Buenos Aires qui l'aidèrent à établir le complexe de Pergamino. Le journal mentionnait une cargaison livrée comme commandée et des matériaux sécurisés selon le protocole. Le 14 février 1946, Adlich écrivit « Transfert final terminé. Documentation archivée. Mon obligation remplie. » L'équipe de cryptographie, dirigée par le docteur Carlos Mendes, travailla sur les registres radio. Le chiffrement de base était du standard maritime, mais les messages eux-mêmes utilisaient un chiffre secondaire. Mendes le reconnut comme une variante modifiée d'Enigma, utilisant un livre de code qui changeait quotidiennement. Sans le livre de code, le déchiffrement prendrait des années. Mais l'un des conteneurs métalliques contenait une surprise. Une machine Enigma intacte complète avec les réglages des rotors et les feuilles du livre de code pour 1945 à 46. En utilisant le livre de code, l'équipe de Mendes déchiffra 87 messages envoyés depuis le complexe de Pergamino entre août 1945 et mars 1946. Les messages allaient à des adresses au Paraguay, au Chili et en Argentine. Tous des emplacements correspondant aux épingles sur les cartes murales. Le contenu était opérationnel, sujet relocalisé avec succès, fonds transférés comme convenu, documentation sécurisée. Le système était un réseau de communication connectant plusieurs maisons sûres et cellules de fugitifs à travers l'Amérique du Sud. L'équipe de comptabilité légale, examinant les documents financiers, traça des virements bancaires de banques suisses vers des comptes argentins entre 1945 et 1948. Les montants totalisaient plus de 12 millions de dollars en valeur de 1945. Les comptes destinataires appartenaient à des sociétés écrans qui avaient acheté des propriétés à travers l'Argentine et les pays voisins, y compris le site de Pergamino. Plusieurs de ces propriétés avaient été identifiées dans des enquêtes précédentes comme des refuges nazis. D'autres étaient attribuées de nouvelles découvertes. Un document se démarquait, une liste dactylographiée de 47 noms avec les emplacements et dates correspondants. La liste était intitulée « Calendrier de relocalisation, phase 2 ». Le docteur Wolf croisa les noms avec les fugitifs nazis connus. 12 correspondaient à des individus confirmés en Amérique du Sud après la guerre. 8 correspondaient à des fugitifs suspectés qui ne furent jamais retrouvés. Les 27 noms restants étaient inconnus. Des recherches supplémentaires révélèrent que plusieurs étaient des officiers SS de niveau intermédiaire, des agents de la Gestapo et du personnel du renseignement de la Wehrmacht. Exactement le type d'agent qui pouvait gérer un réseau clandestin. Les cartes de relevé géologiques dans la chambre de stockage révélèrent une autre dimension. Les gisements minéraux marqués correspondaient à des sites de tungstène, titane et uranium en Patagonie. Plusieurs documents discutaient du développement des ressources et de la capacité industrielle. L'implication était claire. Ce n'était pas seulement un réseau d'évasion, c'était une tentative d'établir une base économique pour un potentiel quatrième Reich. Que ce fût une planification délirante ou un effort sérieux restait incertain, mais la préparation était extensive. Les preuves physiques corroboraient les découvertes documentaires. Les munitions dans la chambre de stockage comprenaient des cartouches pour mitraillettes MP40 et pistolets Luger, des armes standards de la Wehrmacht. L'analyse balistique montra que plusieurs cartouches avaient été tirées. Il y avait des marques d'impact sur les murs en béton du stand de tir dans la colline. Quelqu'un s'était entraîné ici. Les provisions alimentaires avaient des emballages allemands, mais des reçus d'achat trouvés dans un classeur montraient qu'elles avaient été acquises à Buenos Aires en 1945 et 1946.
Quelqu'un avait approvisionné le complexe pendant des mois. Une analyse ADN fut tentée sur des objets personnels du dortoir. Des échantillons de cheveux d'un peigne dans le coffre de Hadlich donnèrent un profil génétique partiel. La comparaison avec ses descendants, son petit-fils vivait toujours à Buenos Aires, confirma la correspondance. Hadlich avait définitivement utilisé cette installation. Mais les autres coffres contenaient des objets d'au moins 7 autres individus, dont aucun ne put être identifié à partir des échantillons de référence disponibles. Mais le conteneur final, numéro 23, marqué NUR comme en antenne, contenait le document qui liait tout ensemble et confirmait ce que les services de renseignement britanniques avaient suspecté pendant 79 ans. Le conteneur 23 fut ouvert le 18 octobre 2024 en présence du Dr Vargas, du Dr Wolf et de 2 représentants du ministère des Affaires étrangères argentin. À l'intérieur se trouvait un seul document, un ordre opérationnel de 16 pages dactylographiées sur papier à en-tête de la chancellerie du Reich, daté du 20 mars 1945, signé par Martin Bormann. L'ordre était adressé au commandement des U-Boot, opération spéciale, et décrivait un plan portant le nom de code Action Brücke, opération pont. Le document était explicite. Des commandants d'U-Boot sélectionnés devaient recevoir des ordres scellés pour transporter des matériaux essentiels et du personnel sélectionné vers des emplacements désignés en Amérique du Sud. Les matériaux comprenaient des documents classifiés, des instruments financiers et des spécifications techniques. Le personnel comprenait des agents de renseignement et des spécialistes administratifs, des personnes qui pouvaient établir et maintenir des réseaux clandestins. Les U-Boot devaient partir en mars et avril 1945, avant que les forces alliées ne puissent les intercepter au port. Hadlich était l'un des 6 commandants sélectionnés. Ses ordres spécifiques étaient de transporter de la documentation relative aux opérations financières de la SS et aux identités des agents de renseignement en Amérique du Sud. Il devait établir une installation de communication sécurisée et servir de point relais pour d'autres fugitifs arrivant par différentes routes. Le complexe de Pergamino était désigné Station Echo, un nœud dans un réseau plus large couvrant l'Argentine, le Chili et le Paraguay. Les preuves correspondaient parfaitement. Le U-977 avait quitté Kiel le 24 mars, 4 jours après l'ordre de Bormann. Les écarts de ballast du sous-marin notés par les services de renseignement britanniques en 1947 s'expliquaient par les conteneurs métalliques. Chacun pesait environ 40 kg, totalisant près d'une tonne de cargaison dans la salle des torpilles avant. Les pages arrachées du journal de bord du sous-marin correspondaient aux entrées couvrant le déchargement de la cargaison après l'arrivée à Mar del Plata. Hadlich avait supprimé les preuves de ce qu'il avait transporté et où cela était allé. Les relevés géologiques et les documents de planification industrielle représentaient un objectif secondaire, établir l'autosuffisance économique pour le réseau. Plusieurs fugitifs ayant une expertise minière et industrielle avaient été relocalisés dans des zones proches des gisements minéraux. Le plan était ambitieux, mais échoua finalement. La plupart des fugitifs furent capturés ou moururent avant qu'un développement sérieux ne puisse commencer. Les quelques-uns qui survécurent, comme Hadlich, maintinrent le réseau pendant quelques années avant qu'il ne s'effondre par manque de ressources et conflits internes. L'analyse du Dr Wolf conclut que Action Brücke avait été un plan de contingence sophistiqué, mais n'avait obtenu qu'un succès limité. Des 6 U-Boot sélectionnés, seuls 2 atteignirent l'Amérique du Sud, le U-977 et le U-530, qui se rendit en juillet 1945. Les 4 autres furent soit coulés, capturés, soit sabordés avant de quitter l'Allemagne. Le réseau réussit à soutenir peut-être 2 douzaines de fugitifs pendant 3 à 5 ans. Mais vers 1950, la plupart des sites avaient été abandonnés. Le complexe de Pergamino fut scellé en mars 1946, suggérant que Hadlich avait accompli sa mission et était passé à autre chose. Les soupçons britanniques avaient été corrects. Le U-977 avait transporté une cargaison de contrebande et avait établi un réseau de refuge, mais il n'avait jamais trouvé de preuves parce que Hadlich avait été prudent. Les autorités argentines avaient été soit complices, soit négligentes, et la technologie des années 1940 ne pouvait pas détecter une structure en béton enterrée dans une forêt isolée. Il fallut 79 ans et la tronçonneuse d'un éleveur pour résoudre l'affaire.
La révélation força une réévaluation des autres redditions d'U-boot en Amérique du Sud. Le commandant du U-530, Otto Wermuth, avait aussi été interrogé et relâché. Son sous-marin avait aussi montré des écarts de ballast. Les enquêteurs argentins recherchent maintenant un second complexe, possiblement en Patagonie, basé sur des coordonnées trouvées dans les documents de Pergamino. En janvier 2025, la recherche continue. Le petit-fils de Hadlich, Klaus Hadlich, fut interviewé en novembre 2024. Il dit « Mon grand-père n'a jamais parlé de la guerre, sauf pour répéter l'histoire de son livre. Après sa mort, ma grand-mère m'a dit qu'il avait fait des cauchemars pendant des années. J'ai toujours pensé que c'était un traumatisme de combat. Maintenant, je comprends qu'il portait un fardeau bien plus lourd. Le complexe de Pergamino est maintenant un site historique protégé sous la juridiction de l'administration des parcs nationaux d'Argentine. L'entrée a été renforcée et sécurisée, l'accès public est interdit, mais les chercheurs peuvent demander des permis. Les documents récupérés sur le site ont été numérisés et sont analysés par une équipe internationale. La publication est prévue pour 2026. Les conteneurs métalliques, la machine Enigma et des artefacts sélectionnés sont maintenant exposés au Musée naval argentin à Buenos Aires. L'exposition est intitulée « La dernière mission », le U-977 et le réseau caché. Elle comprend des photographies du complexe, des traductions de documents clés et l'uniforme de Hadlich de son coffre. Le texte de l'exposition note « Cette installation représente le chapitre final de la tentative de l'Allemagne nazie de survivre au-delà de la défaite. Elle a échoué, mais son existence nous rappelle que les régimes totalitaires planifient donc des contingences, même leur propre destruction. » Hadlich vécut 37 ans après avoir scellé le complexe. Il se maria, éleva des enfants et travailla à un emploi ordinaire. Pour ses voisins, il n'était qu'un autre immigrant allemand, mais 2 fois par an, il conduisait 8 heures pour vérifier un secret qui ne pouvait jamais être révélé. Quand il mourut en 1982, le secret mourut avec lui, ou il l'aurait fait si un éleveur n'avait pas eu besoin de défricher la forêt en 2024. La vérité voyagea 7500 milles nautiques dans un U-boot, fut enterré dans le sol argentin pendant 79 ans, et finalement refit surface parce que quelqu'un voulait planter de l'herbe pour du bétail. Parfois l'histoire attend aussi longtemps.